Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine et des commentaires sur l'actualité aujourd'hui avec Ergun Toparslan. Bonjour, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Éric Revel, vous êtes resté dans ce studio. Bonjour, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio tous les matins, 7h20. Tout compte fait. Arlette Chabot également dans le studio. Bonjour Arlette, bonjour. Toujours un plaisir également de vous retrouver, journaliste, éditorialiste et c'est l'édito politique tous les lundis à 7h35 sur Sud Radio. Benjamin Cauchy, bonjour, chef d'entreprise. Bonjour, beaucoup de sujets aujourd'hui. Cette décision du ministre de l'Éducation pour lutter contre le harcèlement scolaire. 1 heure de sensibilisation à venir au collège, 1 heure cette semaine. Qu'est-ce que ça va changer? Remaniement à venir, pourquoi attendre? Et puis Édouard Philippe qui propose de réduire la durée des vacances scolaires. On va parler de beaucoup d'autres choses évidemment avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Bon Éric, c'est l'actualité, ça sort un peu de la politique, allons-y. Djoko? Oui, mais oui, je vais vous dire pourquoi Djoko. Parce que Djokovic, la victoire hier de Nolé, comme on l'appelle. Ouais. Son 23e grand titre du Grand Chelem, hein, c'est le record absolu devant tous les autres. Bon, alors je ne sais pas si ça en fait le plus grand joueur de tennis de tous les temps, mais en tout cas, ça en fait quelqu'un d'unique comme titre l'équipe. Mais surtout, ce qui me plaît chez cet ultra champion, c'est que en gros, il n'est pas aimé. Notamment des Français et en général des supporters occidentaux. Il affiche son patriotisme, il a le droit, hein, on peut être pour, on peut être contre, mais il affiche ses idées. Il apparaît comme celui qu'on a écarté, vous vous souvenez quand il a voulu aller en Australie l'année dernière alors qu'il n'était pas vacciné. Et cette espèce de rebelle qui n'est pas populaire, qui souvent a le public contre lui, réussit l'impossible. Et moi, j'aime ce type de caractère, j'aime ce type de personnage, j'aime ce type qui déclenche des polémiques qui sont pas dans le politiquement correct, et qui pourtant affiche un record absolu. Voilà. Donc il a évidemment des aptitudes tennistiques en termes de technique, de résilience qui sont hors normes. Mais ce côté, pardonnez-moi Valérie, mais ce côté je vous emmerde me plaît beaucoup. Bon, bah écoutez, c'est pas non plus le sportif du petit peuple, hein. C'est l'un des sportifs les mieux payés au monde. Oui, non, mais d'accord, oui, très bien. Bah, il est mieux payé au monde parce qu'il a un record absolu, du business. Non, mais vous savez qu'il a moins de partenaires financiers que d'autres qui n'ont pas tout à fait le même palmarès que lui, mais qui sont plus populaires justement. Et ça, c'est intéressant. Et le côté anti-populaire de Djoko qui ne cède sur rien, moi, ça me plaît beaucoup. Vous voyez, c'est une forme de rebelle. Vous voyez. Rebelle ou complot-plot, demande Stéphane. Voyez, voilà. On retombe dans le truc complot-plot, donc ça veut dire que le mec, il est regardé de travers. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Vous voyez, bon, il a gagné. Non mais, je veux dire, il défendrait les rébellions au Nicaragua contre les Américains en Amérique du Sud. Les bébés phoques aussi, ça marche bien. Le type, il serait super populaire, vous voyez. Et lui, il en a un foot. Il dit même que c'est sûr que d'être anti-vax, on peut comprendre qu'il soit pas qu'il est anti-vax. Il dit pas qu'il est anti-vax. Il dit qu'il ne s'est pas vacciné. Ce que je veux dire, c'est que il s'en sert lui-même comme de carburant. Il dit plus je suis sifflé, plus en fait, faut avoir un mental de folie. Attendez, quand vous avez le cours Philippe Chatrier contre vous. Hier, ils étaient quand même un peu avec lui, non? Il était quand il s'assoit, il est siffloté. Ceci dit, on pourrait dire beaucoup sur l'évolution du comportement du public à Roland Garros. Absolument, on l'a évoqué. Moi, j'ai jamais vu ça. On l'a évoqué avec vous, absolument. Ce qui est 40 ans. Et puis ces gradins vides aussi, gradins vides. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire, mais populariser Roland Garros. Pardon, oui, ce sont des loges. Alors, Jean Gachassin, l'ancien président de la Fédération française de tennis, avait une idée, mais qui n'a pas fait Florès. C'était d'inverser les choses, c'est-à-dire de mettre les tribunes les plus populaires qui sont tout en haut du stade en bas et les loges en haut. Bien sûr. Ça aurait entraîné quelques... Mais au moins, ça avait du sens. Bon, ça, c'est pas fait. Ou d'arrêter, je pensais à ça ce matin, d'arrêter les déjeuners à Roland-Garros. C'est-à-dire d'inviter... Non, parce que les gens viennent déjeuner, ils vont au tennis après. Il y a beaucoup de gens qui viennent déjeuner, les gens qui sont en loge. Donc d'arrêter ça et d'inviter les amateurs de tennis. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde. Le tennis même,
rencontre business et people très importante. Il fallait absolument être à Roland-Garros. Pas de bol, ça coûtait très cher. Il y a aussi un souci en ce qui concerne la démocratisation de ce sport parce que finalement les places accessibles étaient très limitées. On parle des prix des billets pour les Jeux Olympiques, mais Roland-Garros tous les ans chez nous, c'est quand même pas évident. Donc à voir si la fédération de tennis souhaite populariser un peu ce sport aussi, le rendre accessible à tout le monde, parce qu'au final, il y a beaucoup de places avec les fédérations. On peut faire du tennis très facilement, c'est une raquette, c'est un équipement qui coûte pas très cher, et puis il y a de les quoi cours faire. coûtent plus cher. L'actualité, Benjamin Cauchy, c'est ce nouveau site. Oui, voilà, c'est un petit coup de cœur au regard de la réforme des retraites. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris de ces propos, mais je voulais surtout lancer un coup de chapeau finalement à l'administration française. C'est assez rare pour le souligner, mais pour une fois, les décrets d'application passent d'être passés de la réforme des retraites et le site inforetraite.fr est à jour. Et donc ça, c'est quand même plutôt rare pour le souligner. Donc on peut aller faire une simulation. Donc absolument. Voilà. Donc là, j'ai fait juste quelques petits éléments. Donc vous pouvez effectivement faire vos simulations. Vous avez des simulateurs d'âge et de montant de retraite. Vous pouvez consulter votre relevé de carrière. Vous pouvez faire une demande de retraite en ligne. Vous pouvez télécharger un relevé de paiement ou encore changer vos coordonnées bancaires. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte avec cela, mais encore une fois, la concordance entre le décret d'application, une réforme qui effectivement risque d'aller au bout. Et bien donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis moi en revanche il y a quand même un bémol à cette histoire, c'est que grâce à ce site, eh bien les Français vont se rendre compte que la réforme des retraites, quoi qu'elle en soit, eh bien, ne leur permettra pas d'avoir plus de 50% de revenus arrivés au moment de l'âge de la retraite. Donc ça, c'est une réalité. Ils vont se rendre compte de ce qu'est le taux de remplacement beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément qu'avant, où il fallait attendre vraiment la constitution et l'accumulation de ces droits à la retraite pour se rendre compte de ce qu'on allait avoir. Aujourd'hui, il va y avoir un outil simultané et donc il va y avoir une prise de conscience sur ce que représente la retraite et comment on la finance. Voilà. Vous avez le nom du site ? Oui, inforetraite.fr. Très bien. Bah, écoutez, pour une fois qu'il y a un truc qui marche. Vous avez vu, pour une fois que je dis un truc sympa sur le gouvernement, ça va. Ergun Toparslan, vous vouliez quoi ? C'est un coup de cœur pour Bernard Cazeneuve ? C'est dur, mais ouais, c'est un coup de cœur parce que. Poisson d'avril. Vous forcez pas. Là, c'est un peu dur parce que bon, on est quand même la majorité présidentielle derrière Emmanuel Macron, et c'est vrai que Bernard Cazeneuve, qui a été un homme d'État, un ministre de l'Intérieur incroyable pour moi, qui est un ancien militant du Parti socialiste, a réuni beaucoup de monde à Créteil pour un samedi du mois de juin où il n'y a pas d'élection, dans une année où il n'y a pas d'élection à court terme. Mais il a tenu sa convention avec à peu près 2000 personnes qui étaient présentes, donc des figures également de la gauche qui étaient présentes. Dont François Hollande, Martin Schulz, l'ancien président du Parti social-démocrate allemand et européen. Il y avait aussi le président du Parti radical qui était présent, des discours, Nicolas Maillard-Rossignol, Michael Delafosse, Carole Delga. Donc cette gauche anti-fort au sein du Parti socialiste et anti-NUPES s'est réunie et a suscité un peu de mouvement dans la classe politique, parce que il y avait une alternative à ce Parti socialiste qui s'est clairement rangé 100% derrière LFI NUPES. Il y a cette aspiration à une gauche qui est républicaine, qui est laïque, qui est droit dans ses bottes et qui souhaite proposer une autre voie aux Français. Il l'a dit clairement, ce qui était plutôt étonnant par rapport à son profil. Donc cette volonté, cette perspective de 2027 se dessine un peu plus pour lui. Et donc ce matin, il a annoncé, je crois, 10 000 personnes qui étaient membres de son mouvement, ce qui n'est pas négligeable non plus en termes de parti politique. Et alors, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule ? C'est quoi pour vous ? C'est un coup de cœur, parce qu'avoir une gauche républicaine laïque hors NUPES, avoir une alternative. Non, pas à court terme, parce qu'il y a quand même quelques sujets sur lesquels on n'a pas trop compris, par exemple sur la réforme des retraites, quelle était sa position, son rapport aussi à la majorité présidentielle, au président de la République. C'est un peu délicat, mais être uniquement dans l'opposition à la NUPES, ok. Mais en tout cas, voilà, proposer une alternative crédible de centre-gauche au pays, évidemment, c'est salutaire, je pense, pour notre démocratie. Petit tour de table, Eric. Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'il a lancé son mouvement qui s'appelle la Convention. Marrant n'est peut-être pas le mot. Oui, parce qu'Eric Chabot nous fait remarquer immédiatement que ça sent un peu du remake du PS des années, je ne sais plus quelle année d'ailleurs, Chabot, la Convention socialiste, bon, mon Dieu.
Alors, bon, Ça nous vous avez rajeunit vu, pas. moi je me dis toujours que quand un homme politique qui veut revenir sur la scène, il dirige un cabinet d'avocats important, Bernard Cazeneuve, est ciblé par des adversaires plutôt de son camp, même si c'est l'extrême gauche. Mélenchon l'a traité de notaire de province. Il y a une députée, j'ai oublié son nom parce que c'est tellement terrible, LFI, qui a dit entre Hollande et Cazeneuve, c'est pourquoi ils sont pas à l'EHPAD ou un truc comme ça. Enfin, c'est absolument hallucinant. Bon, ça veut dire que si on vous cible, ça veut dire que vous pouvez peut-être représenter quelque chose. Alors je dis pas qu'il va y arriver. D'ailleurs, il a toujours pas dit s'il serait candidat à la présidentielle. Enfin, on imagine Comme dit, on a été candidat 12 fois, on peut l'être très bien fois. On imagine que c'est pas pour occuper son week-end qu'il a fait ça. Quand vous tenez un meeting, que vous êtes une gauche raisonnable à Créteil, qui est une ville socialiste historique, bon, vous prenez pas trop de risques. Vous avez des chances de remplir la salle quand même, même si apparemment il n'avait pas payé pour la clim parce qu'il faisait chaud. C'est apparemment très très chaud. Arlette Chabot, candidature de Bernard Cazeneuve. 2027, c'est loin. C'est loin. Alors, après, c'est un homme tout à fait respectable, tout à fait sérieux, intelligent, qui a été un bon Premier ministre, surtout un excellent ministre aussi de l'Intérieur dans les moments difficiles. Ça dit, tout ceci ne nous rajeunit pas. Non. Donc, c'est vrai que du côté du Parti Socialiste, si on n'est pas sur la ligne force, si on n'a pas envie de NUPES, il faut trouver de véritables incarnations. Alors, on parle beaucoup de Carole Delga. En tout cas, quelqu'un qui incarne un espoir et qui n'a pas quand même derrière lui, je ne vais pas dire un passif, mais un passé qui commence à peser, quoi. Oui. Moi, j'aurais juste la question, c'est de se demander si les Français sont à l'attente d'un technicien ou d'un véritable animal politique. Et effectivement, ce que vous venez de dire, Arlette, ça a été un très bon ministre de l'Intérieur. Effectivement, on se souvient tous de sa dignité, comment dirais-je, la manière dont il gérait l'administration centrale, effectivement. Maintenant, est-ce qu'il a un leadership naturel? Est-ce qu'il a un charisme suffisant pour pouvoir interpeller avec un message, entre guillemets, de gauche, les classes populaires qui sont aujourd'hui émiettées entre la NUPES, par communautarisme, ou au Rassemblement National, par désespoir et pouvoir d'achat? On a eu François je me pose la question. De charisme. On est bien d'accord. Bon, on se retrouve dans un instant. On va revenir évidemment. Monsieur 3% sur ce qui... a été élu président de la République. Bien sûr, c'est ce que j'ai. Emmanuel Valls ne l'a pas été. On va revenir sur ce qui s'est passé à Annecy et sur Henri en particulier. Et puis on va reparler du petit Kenzo dans un instant. Tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et de retour avec vous pour commenter l'actualité sur Sud Radio. Arlette, je vais vous donner la parole dans un instant pour votre coup de cœur. Moi, je voulais revenir sur une information qui a fait 10 lignes dans le Parisien samedi, que personne n'a reprise. Le petit Kenzo, vous vous souvenez, la semaine dernière, on en a parlé pendant des jours et des jours sur l'ignominie d'attaquer un enfant. L'enfant n'a pas été attaqué. Les caméras de surveillance ont montré que les supporters, alors le père, non mais vous êtes tous sidérés, moi je le suis aussi, et que personne ne relève cette information. Il y a une enquête de police qui a été menée, qui montre que le père a harangué, défié les supporters d'Ajaccio en embrassant son maillot. Ils sont montés dans la loge, ça a duré 13 secondes. 13 secondes, ils ont foutu leur poing dans la figure au père, ils lui ont demandé de retirer son maillot et ils sont repartis. À aucun moment, l'enfant n'a été touché. Ça pose la question, mais à culpa aussi, des médias et de tout le monde qui s'engouffre sur les déclarations d'une femme qui n'était pas là et qui raconte cette histoire. Et aujourd'hui, on en a quand même fait des tonnes, le président de la République, tout le monde est intervenu. Or, ils ont menti. Donc, c'est d'autant plus grave qu'ils ont prétexté et mis en avant aussi la maladie de cet enfant. La maladie de l'enfant. Alors, que l'enfant ait été choqué, c'est une chose. Évidemment, que les supporters soient des cons, c'est aussi entendable. Mais il y a quand même toute une émotion autour de l'agression de cet enfant qui n'a pas eu lieu. Exactement. Avec un président de la République qui réagit et je sais pas, ça pose. C'est le traitement de l'émotion, c'est plus de l'info, c'est le traitement de l'émotion. Ça me fait penser à Leonarda dans un autre contexte. Où on a mis en exergue une gamine et que derrière il y a eu tous des faits politiques qui se sont construits autour et on est en train aujourd'hui d'occuper les gens avec des émotions de façon ponctuelle. Effectivement, là tout le monde est pris à son propre piège. C'est malheureux. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est triste. C'est une personne qui a participé à l'organisation de la venue de Kenzo en Corse, qui a raconté cette histoire alors qu'elle n'y était pas, qui dit que l'enfant lui a brûlé le maillot devant lui.
Non, on ne l'a pas touché, cet enfant. Donc je pense que les médias auraient aussi un travail, et je m'inclus dedans, à faire. Je ne sais pas, Arlette, ce que vous en pensez. Au moins de revenir sur l'information. Non, mais si vous réagissez dans l'émotion, parce que ça paraît tellement invraisemblable de mentir sur une chose comme ça. Oui, immédiateté et émotion. Donc ça, c'est les anti-journalistiques, par définition, mais on tombe tous dans le panneau. C'est vrai, puisqu'on va parler d'Annecy, la réaction des politiques est immédiate. Absolument. Avant de savoir qui est l'individu, on dit une attaque terroriste. Donc il faut absolument faire attention. On regarde, on prend les éléments et on ne s'emballe pas. Attend. Et ça, voilà, on attend. Parce que ceux qui ont dit, notamment en Corse, qu'il n'y avait pas eu d'attaque sur l'enfant, on a dit menteur, salaud, immonde. Ils se sont fait insulter. Donc je pense que vraiment, il faut se calmer. Et l'émotion, on peut la comprendre. Mais d'abord, on regarde les faits. Ah ouais, Eric. Oui, j'espère que l'info du Parisien est bonne. Vous voyez, moi je doute. C'est l'enquête de police. C'est l'enquête de police et les images. Non, mais les images de la surveillance. Moi, je me souviens de détails qui avaient été donnés par, d'ailleurs, je ne sais trop qui, en disant que la tête du gamin qui est malade, donc, qui a un cancer du cerveau, avait heurté la rambarde. Enfin, il avait été projeté, etc. Donc là, on n'est même pas dans la désinformation, on est dans l'invention pure et simple, dans le mensonge. Donc, mais vous savez, il y a eu un autre fait qui fait couler beaucoup d'encre, même si ça n'intéresse pas grand monde, c'est l'intrusion d'un supporter bordelais lors du dernier match Rodez-Bordeaux. Le type a été le joueur de Rodez qui a été blessé, qui aurait été blessé, a été hospitalisé. Il a une commotion cérébrale. Voilà, pour présomption de... Bon, effectivement, quand vous voyez les images, vous avez du mal à le croire. Et visiblement, je crois que Bordeaux a déposé une plainte parce que visiblement, c'est une façon pour Rodez de faire annuler le match et de ne pas descendre. Donc, je dis pas... Enfin, vous voyez, on est complètement manipulé, par l'émotion, par l'image. Mais ce que vous dites sur Kenzo devrait faire beaucoup plus de bruit que ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a des penseurs qui commencent à se pencher vraiment sur le sujet. Pierre Imbert, dans Le Monde diplomatique, a fait un article. Il va un peu trop loin. Il veut interdire, en plus, lui, les chaînes d'information continue, qui sont des machines à laver, qui à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, surfent sur les émotions et qui nous fait perdre un peu nos pédales. Nous, sur les situations d'Annecy, on était sur le plateau en direct sur CNews le matin avec Jean-Marc Morandini. Effectivement, c'était très délicat. On savait pas quoi dire, on savait pas comment s'avancer, mais ça pouvait aller très vite en sucette, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que dès qu'on est dans l'émotion, dès qu'on veut surfer là-dessus, c'est très compliqué. Et il y a des réflexions aussi de ce type-là. Mais là, on aurait peut-être dû être plus prudent. L'article du Parisien explique que c'est un message qui a été publié sur Facebook qui a provoqué évidemment une avalanche de réactions. Le message a été retiré puisqu'il a été écrit par cette femme qui avait organisé la venue de Kenzo mais qui n'était pas dans la loge. Et donc, cette histoire personne ne peut imaginer qu'on joue, qu'on instrumentalise absolument la maladie d'un enfant. Un enfant malade. C'est impensable d'oser faire un truc pareil. C'est pathétique. À suivre. Parlons d'Henri. Henri qui a aussi été l'objet de Henri polémiques. D'Arc pour Daniel Schneiderman dans Libération. Oui, absolument. Vous pourrez réagir. Arlette, qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur... C'est votre coup de cœur. Écoutez, moi je trouve que... Moi j'aime bien les héros finalement. Je me suis dit que c'était formidable. Et c'était la seule consolation, c'était l'apparition de Henri, le héros au sac à dos, comme on a dit, c'est-à-dire celui qui est là... par hasard, on sait qu'il fait un pèlerinage, il fait le tour des cathédrales de France. Donc il était à Annecy pour la cathédrale d'Annecy, il se trouve dans le jardin, il voit ce type qui se précipite vers les enfants, il a son sac à dos, il court derrière lui, il essaye de l'intercepter. Il aurait pu se prendre un coup de couteau, ça n'a pas été le cas, et heureusement pour tout le monde. Donc moi je dis évidemment chapeau, il y en a d'autres, il y a aussi l'assistante maternelle qui a protégé les enfants, mais Henri c'était celui qui a été le effectivement plus vu, parce que là aussi c'est la force des images, on l'a vu courir encore une fois, donc c'est important. Et il est modeste. Son modèle, c'est Arnaud Beltrame, voilà, commandant, effectivement, colonel de gendarmerie, qui lui a donné sa vie pour protéger, effectivement, lors d'une prise d'otage, une caissière. Et donc, il a été tué par le terroriste. Et il y en a eu d'autres, effectivement, des gens courageux. Alors, je ne les rappelle pas tous, mais c'est vrai que c'est le cas de ce Malien qui avait sauvé un gamin qui était suspendu au 4e étage. Il y a celui qui avait planqué, caché, lors de la prise d'otage de l'Hypercacher. Les Américains qui ont évité un attentat dans le Thalys en arrêtant aussi. Bon.
Donc, alors tout ça fait ringard. On dit le mythe du héros, c'est nul. Mais finalement, après avoir bien réfléchi, je me suis dit que ça fait du bien. Alors, si on parle de décivilisation, ce que je comprends tout à fait, de temps en temps, il y en a qui montrent qu'ils peuvent être civilisés. Et il n'y a rien de plus fort, évidemment, que de mettre sa vie en jeu pour sauver celle des autres. Donc, chapeau, et c'était un seul moment de réconfort dans cette histoire. Dans cette histoire, il y a eu aussi cet homme qui a écrit un livre, ancien journaliste, qui a défendu une jeune femme dans le métro, Concorde Rouge. Alors là, lui, on l'a laissé complètement tout seul. Voilà, absolument. Tout seul. Donc quand on intervient, franchement, c'est bien. Difficile de dire, est-ce que vous seriez intervenus les uns et les autres, même. Je crois que c'est. On s'est posé la question. Moi, je me suis posé la question, mais j'aurais eu beaucoup pleuré. Il a fait preuve d'un énorme courage. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça que toute cette avalanche aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il avait un t-shirt, je sais pas quoi, il avait juste un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Et tant mieux, c'est d'autant plus, on peut en être interdit, fier, encore heureux. Et au contraire, c'est quelque chose qui est encore plus valorisable. Mais l'acte de ce monsieur est absolument phénoménal. Et je pense qu'on ne verra jamais assez. Moi, si vous voulez, sur l'événement, Arlette a tout dit, mais moi j'ai été scandalisé par le papier tribune d'un monsieur qu'on connaît bien, qui s'appelle Daniel Schneiderman, dans Libération, qui se gausse du héros parce qu'il a un drapeau bleu, blanc, rouge sur l'épaule, parce qu'il a la foi chrétienne chevillée au corps, parce qu'il dit qu'il n'est pas un héros et que n'importe quel Français devrait faire la même chose. Vous voyez, cette stigmatisation d'un homme blanc, croyant, souriant, décontracté, qui vole au secours de la veuve et de l'orphelin, si j'ose dire, ça plaît pas aux gens de gauche, de Libération. Et ça me met en colère, je veux dire, parce que Daniel Schneiderman, qu'on a connu plus courageux, il bascule dans une espèce de d'aigreur, un peu anti-blanc, anti-chrétien, anti-racine de ce pays, et vraiment son papier m'a mis très mal à l'aise. Alors j'ai vu qu'il avait fait une espèce de tweet de rectification, genre, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Si on l'a pas compris, c'est qu'il écrit mal, Daniel Schneiderman, donc il devrait faire autre chose. Mais là, il ironise ce matin sur la tribune de Robert Redeker, ce matin, dans le Figaro, Henri d'Anselme, héros ordinaire et incarnation du courage. Donc il le tweet et on imagine, il est titre mythologisation de Henri d'Anselme J+2. Donc là aussi, il a rectifié, mais on voit que son papier s'appelait Henri d'Arc, vous voyez, pour faire croire qu'il faisait partie de la famille de Jeanne d'Arc. Vous savez, celle qui aurait entendu des voix pour bouter l'anglais hors d'Orléans. Donc tout ça, c'est pas terrible quand même. De la part d'un journal qui avait une autre tenue. Après, juste pour rebondir sur Libé, la bonne nouvelle, c'est que plus personne ne lit ce journal. Donc finalement, il a écrit pour personne. Et c'est tout ce que ça vaut. Le traitement de en revanche, juste un truc. Moi, c'est en tant que père de famille que j'ai réagi à ces images-là, et j'ai trouvé effectivement que l'histoire d'Henri, parce que c'est une histoire qu'on raconte aux gens, c'est quand même une belle histoire. Et quand on a des ados à la maison, on préfère effectivement pouvoir évoquer avec eux l'actualité. On les a regardés, il y a une jeunesse qui aime son pays, qui s'engage pour l'autre, sans connaître la victime. Et ça, c'était plutôt sain à pouvoir évoquer avec ses enfants. Donc, Ce qui est insupportable, c'est que ceux qui disent il est musulman, il était malien, c'est impossible qu'il ait sauvé un gosse. Il y a ceux qui disent il est chrétien, il est catho, c'est insupportable, ça va pas. Donc, je veux dire, la lecture des actes des uns et des autres en fonction de leurs convictions personnelles ou de leur idéologie, c'est franchement insupportable. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous pour commenter la suite de l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on continue de commenter l'actualité. Un mot quand même sur les complotistes de sortie dans l'histoire d'Henri et d'Annecy. Quelques tweets, parce qu'il y en a eu quand même pas mal qui ont mis en doute ce qui s'est passé, qui ont repris à un moment la phrase d'Henri justement qui dit dans l'opération, enfin dans l'attaque, donc opération, ça veut donc dire que c'était prévu. Et alors celui que je préfère, c'est une femme qui dit: j'ai fait chez moi la reconstitution de la scène du crime, j'ai eu bien du mal car un bébé de 22 mois ça ne tient pas dans un landau, ça court partout et dans les landaux fermés ce qu'on distingue avec difficulté c'est la tête du bébé. J'ai mis plusieurs coups de couteau, ce qui en reste ne peut pas aller bien aujourd'hui. Bref, rien ne va dans cette histoire. Donc on a ça, on en a un autre qui a... C'est un faux bébé dans la poussette. C'était il y en a un autre. Alors lui, il dit que en fait le frère
frère d'Henri travaille chez Atos. Atos, attention, société dont Édouard Philippe est un des administrateurs. Enfin, le complot est sorti sur cette affaire, ce qui est absolument lamentable. Passons à l'actualité du jour également, avec le harcèlement scolaire et le ministre de l'Éducation qui se réveille et qui, on appuie sur un bouton. On parlait de l'émotion, il faut réagir, instant T. Donc, il faut 1 heure de sensibilisation, pour traiter du harcèlement scolaire. Benjamin Cauchy, ça vous inspire quoi ? Je suis désespéré. Je suis désespéré de l'éducation nationale, de ce qu'elle est devenue. Je m'attendais à un numéro vert. Oui, il y en a déjà un. Il y a un 32. Peut-être en faire un deuxième. Voilà. C'est pas à la hauteur des attentes, mais on peut faire des heures de sensibilisation à tous les maux de la planète, à tous les sujets de la planète. 1 heure sur l'écologie, 1 heure sur le LGBT, 1 heure sur le harcèlement. À partir du moment où on prend des éléments aussi fondamentaux que le harcèlement scolaire, comme une matière supplémentaire ou comme un module, un tuto, un MOOC, vous appelez ça comme vous voulez, 1 heure à valider pour dire que ça y est, on a coché la case du harcèlement scolaire, et donc du coup l'éducation nationale ouvre son parapluie de responsabilité. Nous, on a expliqué aux enfants que c'était pas bien. L'éducation nationale court après un changement de société, et complice de ce changement de société. La seule chose qu'a à faire l'éducation nationale, pour moi, c'est de remettre de l'autorité au milieu de tout corpus éducatif. Et l'autorité, ça passe par l'autorité du prof, ça passe par l'autorité des adultes, ça passe aussi pour les parents à respecter l'autorité du prof quand il dit quelque chose à un enfant. Et à partir du moment où on aura remis en place ce chaînon d'autorité, je pense que les enfants, entre eux également, auront une notion de respect mutuel. Ouais. Enfin, je pense sincèrement que la clé de voûte de notre société aujourd'hui, c'est la perte d'autorité. Il n'y a plus de traitement de l'autorité, il n'y a plus de conséquences à une perte d'autorité, il y a une impunité qui s'est installée partout. Aujourd'hui, les gamins ne font que reproduire finalement cette impunité qui existe chez les adultes. Oui, Eric, je suis dur, mais écoutez, il y a plusieurs choses. Là, vous parlez de comment rétablir l'autorité. Oui. Après, il y a la politique et la réaction du ministre. Je vais vous dire, je le dis souvent, et décidément, Papendaï ne fait que me donner raison. Je dis souvent qu'un grand intellectuel ne fait pas forcément un grand ministre de l'Éducation. Je veux dire, il le prouve encore. Pourquoi ? Évidemment que la cause du harcèlement, c'est une cause première. Prioritaire. L'affaire Lindsay, l'affaire de ces enfants qui se suicident sans doute par effet déclencheur après avoir été harcelés. Mais pourquoi je dis ça ? Mais est-ce qu'il sait comment fonctionne un collège et un lycée, le ministre de l'Éducation ? Je dis ça parce qu'en fait, l'année scolaire est terminée là. L'année scolaire est terminée. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui sont au collège ou au lycée, ou bien parce que leur lycée, collège est réquisitionné pour les épreuves de bac et autre chose, mais en réalité... Il n'y a plus cours. Il n'y a plus cours. Donc, mettre 1 heure de rattrapage sur le harcèlement scolaire national, s'il en est à la fin, ou alors ils sont quasiment en vacances, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc il donne l'impression, le pauvre, qu'il n'a aucun sens politique. Donc il essaie de répondre à une demande. Peut-être qu'il a eu une pression de l'Élysée ou de Matignon, mais c'est ridicule. Enfin, je veux dire, 1 heure sur le harcèlement traité en catimini, alors que le harcèlement scolaire défraie la chronique sans arrêt, et alors que les collégiens et les lycéens sont quasiment tous en vacances ou en stage, entreprise ou autre chose, mais c'est d'un non-sens absolu. Donc on a un grand intellectuel, sans doute, Monsieur Papendaï. Mais vous voyez, c'est inversement proportionnel avec le statut que doit représenter la fonction de ministre de l'Éducation nationale. Je vais essayer de rassurer. Vous êtes d'accord ? Je vais essayer de rassurer Eric Revel. Rassurez-moi. C'est pas un grand intellectuel, ça que vous C'est un grand intellectuel, c'est un très bon ministre de l'Éducation nationale. Ah, très bon. Très bon. On a fait une visite du collège de Metz-Borny il n'y a pas très longtemps. Il connaît très bien cette problématique-là. La différence, c'est que, y compris pour la classe politique, et il faut faire un mea culpa, ce sujet d'harcèlement scolaire, il ne faut pas se mentir, a été sous-estimé. Vu l'ampleur de la situation, vu l'ampleur des personnes qui ont été concernées, je crois qu'il y a plus de 40% des 10-15 ans qui disent qu'ils ont été confrontés à cela. Il y en a 60% qui disent qu'ils ont vu, qui ont assisté à des scènes d'harcèlement. Et alors en quoi la grande décision de votre grand ministre de l'Éducation nationale va sauver la cause du harcèlement scolaire ? Parce que l'urgence implique une réaction avant la fin d'année scolaire. Ça a été dit par la première ministre, comme priorité de la rentrée 2023.
2023. Très Ce qui est certain, si on faisait rien, on aurait eu des critiques des Grevel en disant manque de réactivité, d'agilité du gouvernement et du ministre de l'Éducation nationale. Cette réponse peut être insuffisante à court terme, mais je pense que ça montre aussi l'ampleur du phénomène qui a été sous-estimé par la classe politique. Et là, mais à culpa, y compris. C'est une réponse médiatique. Arrêtez. Oui, c'est une réponse médiatique. Je suis désolé, moi, le harcèlement scolaire, c'est 60 minutes. Juste un exemple. Vendredi, à 10 km de Toulouse, un lycée, mon fils est en seconde, ils étaient 5 vendredi. Il n'y a plus un chat. Il n'y a plus un chat. Il n'y a plus un chat dans les lycées, dans les collèges. On peut faire ça, c'est un autre problème. D'accord, au mois de juin, c'est mort. Mais justement. Donc Edouard Philippe a raison, c'est ça vous dites. Absolument. Mais c'est pas un autre problème. C'est pas un autre problème. C'est le même problème. C'est-à-dire que il y a une réaction à l'émotion, ce qu'on disait en tout début d'émission par rapport à plein de sujets. Vous faites aussi. Et là, je réponds à une question plutôt. Et la deuxième chose, c'est que il y a personne en face. Donc ça n'a aucune utilité. C'est surtout ça. Oui, l'efficacité de la solution. De façon pragmatique, sans jugement politique. D'accord, on a un sujet sur la présence. On réagit à l'émotion. Pourquoi pas faire un plan pour la rentrée de septembre, demander l'éducation. Il y a un plan qui est prévu. Il va y avoir un référent dans chaque lycée, mais il y avait déjà un proviseur. Un référent laïcité. Là, c'est un magnète sur le frigo, quoi. Harcèlement, tu vois. Arlette, je pense qu'effectivement, il faut être assez cohérent. On a commencé l'émission en disant émotion, réaction et législation, généralement, parce que c'est comme ça que ça se termine. C'est comme ça qu'on gouverne depuis très longtemps, donc on ne va pas dire la même chose. Il y a effectivement une émotion face à ces enfants qui se suicident. Donc on ne va pas accuser le ministre tout de suite de ne pas avoir réagi, même s'il aurait quand même pu recevoir les parents qui se sont plaints de ne pas avoir été écoutés, de ne pas avoir été entendus, ni reçus par qui que ce soit. Bon, mais là, effectivement, on y cède. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce qu'on dise au ministère de l'Éducation ou la Première ministre, on se penche sur la question, parce que c'est hyper vaste, c'est les réseaux sociaux, c'est la responsabilité des parents. Donc c'est un énorme sujet, et je pense que personne ne sait comment on traite ce problème. Parce que quand vous dites de ma génération, on dit les gamins, ils ont qu'à sortir des réseaux sociaux, comme ça ils ne seront pas harcelés. Ce qui n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est effectivement impossible. Et en plus, la victime est doublement victime, parce qu'en plus, non seulement le harcèlement ne cesse pas, mais en plus, alors il ou elle serait privé de réseaux sociaux. Donc c'est une vraie réflexion. Alors on ne va pas créer une commission qui réfléchirait pendant 6 ans, 6 mois ou 6 semaines, mais en tout cas, c'est un vrai problème. Et là, effectivement, l'heure, c'est vraiment pour montrer, oui, j'ai fait quelque chose. C'est une responsabilité collective, on a tous failli, disait-il il y a une semaine. Ça ne se répare pas en 1 heure, surtout dans des collèges et des lycées vides. Vides, c'est ça, absolument. Donc il y aura un nouveau référent, effectivement, vous le disiez, il y a un référent laïcité. Donc là, on va voir ça. Parce qu'on voit comment ça a dysfonctionné dans l'affaire Lindsay. La petite fille a parlé, les parents sont allés au lycée, ils n'ont pas, au collège, ils n'ont pas été entendus ni pris au sérieux. Donc c'est là que ça commence. Eric, oui, bien sûr. Mais attendez, je vais pas accabler le grand ministre de l'Éducation nationale. Mais s'il avait un demi-centimètre de sens politique, il se serait rendu immédiatement voir les parents, voire même sans attendre les résultats de l'inspection académique, voir le directeur de l'établissement. Enfin, je veux dire, se renseigner. Enfin, ça me semble être la moindre des choses. Alors, vous avez le droit de ne pas avoir d'empathie, mais alors pourquoi ne pas être dans l'urgence en amont et tout d'un coup être dans l'urgence en collant 1 heure alors qu'il n'y a plus personne en classe sur le harcèlement scolaire. Pour moi, c'est d'une incohérence totale. Mais vous savez, l'autre sujet quand même, je vais le mettre sur la table parce que j'étais moi en visite dans un lycée sans le ministre de l'Éducation nationale, malheureusement, dans un grand lycée que ça vous tient à cœur, Eric, on peut organiser ça en banlieue parisienne à Nanterre. Moi, j'ai discuté un peu avec c'est un énorme lycée. L'une des questions là qui les taraude, et ça avait été le cas pour ce lycée puisqu'il y avait eu des émeutes, c'est le fait que de plus en plus les proviseurs ont du mal à filtrer les filles qui veulent rentrer avec des obayas ou les garçons avec des camis. Et pourquoi je dis ça? Parce que le grand ministre de l'Éducation nationale, qui ne fait passer aucune loi ni décret, il dit en gros aux proviseurs, débrouillez-vous, c'est à vous de filtrer. Mais globalement, quand vous avez ce genre de phénomène, ça tourne vite. Il faut une volonté politique plus forte. Alors on parle du harcèlement parce qu'on est dans l'émotion de cette pauvre Lindsay qui s'est suicidée. Mais
il y a plein de sujets qui tournent autour de l'éducation nationale qui m'ont... Moi, je vais vous dire, ma position, elle est très simple, c'est que dans l'école de la République, on rentre comme un républicain ou une républicaine. On ne rentre pas avec des signes cultuels ou culturels. C'est impossible. C'est impossible. Eh ben, moi, disons, les responsables de ce grand lycée... Le ministre de ce grand... Non, mais il dit aux proviseurs, débrouillez-vous pour les empêcher de rentrer. Mais concrètement, vous faites comment? Ils savent pas. Ouais. Ils savent pas comment faire. Bon. Bon, petite pause, on se retrouve dans un instant. Si on parlait remaniement, à tout de suite. Chouette. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, un petit peu de politique ce matin, puisqu'on a la chance d'avoir Arlette Chabot, qui est la gourou, l'icône de la politique. Un remaniement qui se précise. Donc, ce matin, on peut lire dans les colonnes du Parisien qu'Elisabeth Borne s'accroche, mais néanmoins, évidemment, l'idée d'un remaniement se précise. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que, selon vous, changement de Premier ministre, pas changement de Premier ministre? On entend parler de Richard Ferrand, de Julien de Normandie, François Baroin. Alors ça non, le dernier, je n'y crois pas une seule seconde, mais parce qu'il n'a pas envie de toute façon et que c'est quelqu'un qui vient quand même des Républicains et que pour l'instant on n'est pas dans un accord politique avec les Républicains. Après, voilà, alors on dit toujours, quand on parle de remaniement, on nous répond, mais les Français s'en foutent, c'est pas leur problème. Ce qui n'est pas complètement faux, sauf que chapitre par chapitre, sur les sujets qui intéressent directement les Français, il faut qu'il y ait des incarnations. Alors on parlait tout à l'heure de Pape Ndiaye, par exemple, à l'éducation, il n'y a pas vraiment d'incarnation. Donc c'est un sujet, et il y a d'autres, effectivement, comme ça, énormes dossiers qui ne sont pas portés par des ministres. Alors après, si Elisabeth Borne s'en va, ce qu'elle n'a pas envie, évidemment, de faire, comme dirait l'autre, qui la remplace? Et là, c'est pas du tout évident, parce qu'elle incarne une sensibilité de gauche. Donc la droite de la Macronie, qui existe encore malgré tout, dit oh là là, nous ils veulent quelqu'un, bien sûr, Gérald Darmanin peut-être, mais la gauche de la Macronie veut absolument pas voir quelqu'un venant de ce bord-là. Donc tout ça est compliqué. Mais est-ce qu'elle peut rester? Elle peut rester avec un gouvernement remanié, parce qu'il faut voir aussi le calendrier. Le calendrier, c'est un Premier ministre maintenant. À l'automne, il va accumuler les 49.3 pour faire passer les budgets. Donc 11 49.3. À la fin de l'année, il peut être essoré déjà. Donc c'est pas facile. Et peut-être qu'il faudra attendre la fin de l'année et mettre quelqu'un en place qui aura pour objectif de gagner. Ça s'appelle des élections. Vous savez, les élections européennes, c'est dans un an exactement. Et s'il y a un Premier ministre qui est épuisé à la fin de l'année, c'est compliqué. Donc, en fait, comme d'habitude, c'est le président qui décide, bien entendu. Oui. Qu'est-ce qu'il va décider? On en sait rien. On en sait strictement rien. On en sait strictement rien. On se souvient que Madame Vautrin aurait pu être Première ministre quelques heures avant que ce soit Madame Borne. Donc on sent vraiment le en même temps qui tente d'aller soit un coup à gauche, soit un coup à droite. Il y a des événements majeurs, c'est la rentrée sociale au mois de septembre, qu'on le veuille ou non. Les syndicats, là, sont en train de perdre la main sur la retraite, donc ils vont vouloir réexister en septembre. Donc est-ce qu'il y aura une conférence sociale? Ça va être déterminant. Comment va se dérouler la Coupe du Monde de rugby sur un plan sécuritaire, en termes d'image, vis-à-vis de l'international, notre capacité à organiser, du coup, les Jeux Olympiques de 2024 derrière. Donc il y a effectivement tout un contexte politique intérieure, mais il y a aussi l'image que la France va vouloir donner à ses partenaires européens et au monde entier, puisque le tourisme reste notre première ressource aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ces éléments-là à prendre en considération et pas seulement le landerneau politique et des accords à l'Assemblée. Je pense qu'il y a d'autres enjeux. Voilà. Oui, Eric. Écoutez, moi j'essaie de me dire que le président de la République aurait tout intérêt à nommer, alors ça va peut-être vous surprendre, mais plutôt quelqu'un des LR. Oui. Pourquoi ? Parce que à la fois il a besoin des LR sur la loi immigration. Vous avez vu qu'Éric Ciotti a demandé à être reçu en urgence par le président de la République. Je crois que l'Élysée a fait savoir que oui, il pouvait les recevoir ainsi que d'autres pour parler de cette loi. Donc il a besoin, je pense, le président de la République des LR. Et puis je suis convaincu que Emmanuel Macron fera tout pour que Édouard Philippe ne soit pas élu président de la République, si vous voulez. Donc lui mettre un bon LR comme lui, Édouard Philippe, dans les pattes le plus vite possible, même s'il y a très peu de premiers ministres de la Ve République qui ont été élus président de la République, à part Jacques Chirac, je vois bien le coup, là, vous voyez. Alors après, est-ce que les LR, j'en sais rien, mais est-ce que les LR mordront ou pas
c'est à voir. Et dans cette espèce d'équilibre du en même temps qui, moi, m'érisse le poil, c'est-à-dire un coup à gauche, un coup à droite de la part de la Macronie, là, on a eu un très joli coup à gauche. On va voir. Très court, vous êtes déjà en train de le remettre en cause. J'en ai parlé ce matin. Premier quinquennat, c'était que des premiers ministres suffisamment long pour nous. Attendez, la laissez nouvelle lutte des classes. C'est la nouvelle lutte des classes lancée par Clément Beaune, le ministre des Transports. Lutte des classes business et classe affaires, donc dans le transport aérien, puisque le ministre de Transport veut mettre une taxe, vous voyez. Alors tout ça pour financer le plan de la SNCF. Plan de la SNCF, 100 milliards d'euros, les amis. 100 milliards d'euros. Et alors quand vous regardez dans les lignes, il est écrit que la taxe sur la classe affaires et la classe business, qui concernerait juste Air France, donc les concurrentes se frottent les mains, parce que c'est sur les billets affaires et business que les compagnies gagnent beaucoup d'argent. Bon. Eh bien, 100 milliards le plan SNCF, et ça rapporterait 100 millions. Vous voyez, 100 millions. Donc en fait, la politique est un symbole. Faisons un grand symbole. Donc, dans le coup, à gauche, à droite, vous nommez un mec, une personnalité LR ou une femme LR à Matignon, et en même temps vous donnez des petits gages comme ça pour donner à manger aux gens de gauche. Je vais taxer les jets privés. Je vais taxer les méchants qui voyagent en classe affaires, et qui polluent. Bon, mais 100 milliards, 100 millions. Vous voyez, c'est tout rond à retenir. C'est de la com. Le restant, ce sera les concessionnaires d'autoroutes et l'État qui va mettre 100 millions sur 3 ans, pardon, 2024-2027. Vous voyez, voilà. Donc en fait, on est dans le symbole politique. Donc pourquoi pas donner une garantie à droite d'avoir une personnalité politique LR. Moi, je ferais ce coup-là, moi. Et pour embêter aussi Édouard Philippe. Une personnalité, ça veut dire qu'il y a autorité sur les députés LR. C'est ça le plus compliqué, je pense. Ça, c'est le plus compliqué. Donc ça, c'est pas facile à trouver. Justement, je pense que non, il faut faire une prise de guerre. Larcher a dit jamais. Larcher a dit jamais. Elle n'est jamais en politique. Ça n'existe pas. Il faut se changer. Jamais. Ergun Toparslan. Ça vous plaît, mon analyse, ou pas? C'est toujours très intéressant. J'écoute parce qu'il m'a fait les gros yeux. Non, j'écoute avec passion, mais la réalité politique, pour être un peu plus dans la tambouille, c'est que si on n'a pas une majorité assurée à l'Assemblée nationale, je pense que le remaniement, il va, à part faire plaisir à certains, il ne va pas servir à grand chose politiquement. C'est ça, c'est quel est le risque avec les LR, c'est que sur la réforme qui était importante du début de quinquennat, on avait un accord avec les LR, mais on n'a pas réussi à le mettre en pratique. Donc on voit encore une fois que la représentation nationale à l'Assemblée est assez mitigée, y compris s'il y a un accord avec les LR. Donc moi je suis pour, dans l'absolu, pour avoir un accord, une culture de coalition qui revienne un peu dans notre pays, sur la base d'un programme qui serait en corrélation avec le programme du président de la République, mais un programme de gouvernement. Et dans ce cas-là, ça pourrait être entendable. C'est quoi, au fait, le programme du président de la République? Là, il a fixé les... À part la réforme des retraites, le plein emploi, la réforme du système de santé, la réforme de l'éducation. C'est là que vous êtes un peu méchant, mais c'est pas grave. Non, mais ça fait bien de l'entendre. Je vous le dis, le plein emploi, il faut aller l'atteindre. C'est pas évident d'aller chercher le plein emploi. Surtout quand vous allez réintégrer 1 200 000 membres du RSA dans vos chiffres de France Travail. La réforme du système de santé, la réforme de l'éducation nationale qui est arrivée, la réforme de la formation professionnelle qui va être essentielle, qui doit être votée, la loi sur l'immigration qui doit venir, il faut à chaque fois aller chercher des majorités. L'équilibre budgétaire et tout ça. Heureusement qu'on a 4 ans devant nous. Et donc un remaniement sans accord politique, assurer une majorité parlementaire serait... Donc vous êtes d'accord avec Eric, ce serait plutôt un... C'est pas la première fois que je suis d'accord avec Eric. Non, mais ce serait donc plutôt logiquement un LR. Non, mais dans ce cas-là, c'est une cohabitation. C'est une cohabitation. C'est pas un gros mot. Il n'y a pas d'accord de gouvernement. Un accord de gouvernement, ça signifie quand même de fait une cohabitation. C'est la seule façon de sauver son quinquennat. Laissez finir d'accord, Eric. Mais ça suppose quand même qu'il laisse le Premier ministre gouverner. Article 20 de la Constitution. Et ça, il n'acceptera pas. C'est impossible. Parce que les rumeurs parlent de Richard Ferrand, donc un très très proche. Fidèle, c'est le grognard d'Emmanuel Macron, donc il lui manque Richard Ferrand. Donc pourquoi pas? Et une sensibilité de gauche. Richard Ferrand me manque, oui. Alors il peut passer un accord avec les LR, mais en même temps les LR n'ont aucun intérêt à aller gouverner pour avoir 3 postes ministériels, pas jouable. Ils vont comprendre leur intérêt, les LR, à accepter un poste, vous savez quand? Après les européennes. Quand ils vont faire 4% aux européennes, les LR... Dans un an. Oui, dans un an. Mais peut-être qu'effectivement, elle va être maintenue, Elisabeth Borne. Mais je vais vous dire, s'ils font 4% les LR aux européennes... là, c'est la fin. Voilà.
Donc là, Encore une fois. Ils vont appeler l'Élysée pour dire, à 12, ils vont appeler pour dire, il n'y a pas un poste de Premier ministre. C'est mieux, on négociera différemment. Et nos spéculations à la baisse aujourd'hui et pas de décision, et on se retrouve dans un an. Ça me fera très plaisir de vous revoir dans un an d'ailleurs. Et de faire le point. De toute façon, ça devrait intervenir quand, Madame Irma. Là, il faut prendre une décision vite, parce qu'effectivement, aucun gouvernement peut vivre comme ça, avec des papiers tous les jours dans la presse. Alain Chabot, ce matin, dans votre édito, vous rappeliez ce matin qu'Édouard Philippe avait été remercié un 1er juillet. 3 juillet. 3 juillet. 3 juillet. La date approche. Oui, la date elle aura battu ou pas le record de Dite Cresson? Oui, c'est chouette. Et alors, accusé de sexisme, et le fait que formidable. Je pense qu'on peut le pas 3 juillet, donc il peut prendre cette date. Il y a le délai des 100 jours fixé par le président de la République, date butoir 14 juillet. Est-ce qu'avant il y aura un remaniement ou un changement aussi de Premier ministre? En tout cas, il faut sortir de l'ambiguïté, parce que vous savez très bien, on connaît dans les ministères, tout le monde est tétanisé. Donc il y a les tétanisés qui font plus rien, il y a les hyperactifs qui montrent à quel point ils sont indispensables, et ça marche pas. Donc pour que ça marche et que le gouvernement reparte, il faut décider. Il faut décider. Mais ceci dit, je vais vous dire, il est quand même en train de réussir un pari, le président de la République. C'est enterrer la réforme des retraites. Bien sûr. Vous avez entendu un son de casserole récemment, c'est fini. C'est fini. Là, les syndicats sont en train de négocier, notamment avec les fonctionnaires pour l'augmentation du point d'indice. Mais en réalité, vous avez... L'apaisement est en marche. L'apaisement est en marche. C'est ce que les jeunes appellent une masterclass. Une masterclass. Écoutez, en tout cas, moi j'appelle ça baleine sous caillou, parce qu'à la rentrée sociale. Non, je parle pas de gilets jaunes. Je parle de baleine sous caillou, parce que c'est, pour moi, il y a. Ça fait un an qu'on nous annonce ça. Non. Ça fait un an qu'on nous dit la rentrée de septembre, la rentrée de janvier. Non, mais je pense qu'il y a un intérêt quand même pour le gouvernement là cette fois-ci, sérieusement, pour éviter que ça recommence. Depuis 2018, tous les 6 mois, tous les ans, il y a des problèmes sociaux. Je pense qu'il y a une nécessité d'avoir une véritable conférence sociale et de remettre à plat les questions de fiscalité, de pouvoir d'achat, d'inflation. Le partage de la valeur, ça a déjà été fait. La relation au travail par rapport au confinement, par rapport au télétravail, il y a autant de choses qui ont changé. L'aménagement du territoire. Reparler du travail de façon globale avec les syndicats, je pense que ça peut être une belle porte de sortie. Que ce soit un gouvernement de gauche, de droite, que ce soit Darmanin ou quelqu'un de gauche. Un point très important, c'est super important sur les radars, à mon avis, et qui peut être le déclencheur de mouvements de fond, c'est la crise du logement en France, et la crise du logement social. C'est énorme. Il y a 2,5 millions de ménages qui attendent d'avoir un logement social en France. On ne construit plus. Je veux dire, cette crise-là, elle est énorme. Les loyers ont explosé, même si dans certaines villes, ils sont encadrés. Et si vous n'avez pas de logement et que vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, ça vous donne une situation quand même inflammable au possible. Il y a un prêt sur 2 qui ne passe plus. Donc il y a effectivement le parc social qui est... Il y a une embolie sur le parc social parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer dans le parc social, mais il y a aussi des gens qui aimeraient sortir du parc social pour accéder soit à la propriété ou être loués dans le privé et qui se retrouvent bloqués. Il y a une embolie immobilière qui est extrêmement problématique. Eh bien, tout cela est à suivre. Merci à tous les 4. Et bravo à Djokovic. Et bravo à Djokovic. Moi, je suis impressionné. Mais où est Nadal? Oui, il m'a manqué. Il l'a félicité par tweet, d'ailleurs. Il a félicité Djokovic. Vous, c'est Richard Ferrand qui vous manque. Moi, c'est Nadal. Et d'ailleurs, si on a un problème de logement, il faut appeler Richard Ferrand, évidemment. Tout le monde le sait en Bretagne. C'est ce que nos auditeurs disent. Notre ami, il est effectivement Cazeneuve, Richard Ferrand. C'est la nostalgie qui vous tient. Non, pas que, parce que Richard, au-delà de ça, à l'Assemblée nationale. Non, mais à l'Assemblée nationale, très honnêtement, franchement, il y a les députés. Bien sûr, mais je ne dis pas le contraire. De même gestion de Richard Ferrand était très un homme politique de talent. Il avait plusieurs fers au feu. Eric, c'est le roi du HLM. La France est sauvée.